10 à 15 millions. C'est le nombre de litres d'eau nécessaires par puits de forage de gaz de schiste. C'est énorme certes, mais pas de panique, on peut en récupérer de 20 à 80% pour l'utiliser dans d'autres forages. Mais c'est quoi le gaz de schiste en fait? Avant de comprendre c'est quoi le gaz de schiste, il faut d'abord comprendre c'est quoi le gaz normal. Petit rappel si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le gaz et le pétrole et le gaz sont des produits de la dégradation de microalgues dans ce qu'on appelle une roche-mère. Quand cette roche-mère est perméable et qu'elle permet le flux de fluide, on parle de pétrole ou de gaz conventionnel. Voilà, c'est un résumé très résumé, 3 résumés d'ailleurs. Je vous conseille donc d'aller voir mes 2 vidéos sur le pétrole et le gaz pour mieux comprendre. Je vous les mets dans les fiches ici. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Quand la roche-mère est imperméable et ne permet pas le flux de fluide, comme l'argile ou certains schistes par exemple, eh bien on ne peut pas l'extraire de façon normale. Ce type de gaz et de pétrole rentre donc dans ce qu'on appelle les non conventionnels. Mais alors comment fait-on pour extraire ce gaz? Eh bien on rend la roche perméable de force. On fore donc à la verticale, puis une fois dans la roche-mère, on fore à l'horizontale. Ensuite, on injecte de l'eau à très grande pression, aux alentours de 600 bars, pour fracturer la roche. Mais le risque est que quand on arrête la mise sous pression, les fentes créées ne se referment. Pour éviter que la roche ne se referme sur elle-même, on injecte aussi du sable, qui représente environ 10% du fluide injecté, qui empêchera la rétractation des fentes. Le fluide injecté contient également un mélange complexe de produits chimiques, à peu près 0,5%. Il s'agit notamment d'additifs adaptés à la fracturation des roches en place, et qui pour certains permettent d'arracher les particules de gaz aux particules de roche. Et souvent, il y a aussi des biocides. Ces derniers sont destinés à empêcher le développement d'éventuelles bactéries qui compliqueraient le processus d'extraction. Ces bactéries se nourrissent de composés chimiques présents dans le sous-sol. Une fois la roche fracturée, on repompe l'eau et l'exploitation de gaz peut commencer. Enfin, pas encore tout à fait, car le processus de fracturation implique des premiers rejets irréguliers qu'on nomme rots de production, que les sociétés gazières rejettent dans l'air au début, durant 1 mois voire plus. Ce n'est que quand la production est régulière que le puits est relié à un pipeline. Pendant la phase d'extraction, ces zones de fissures artificielles, régulièrement espacées, vont permettre de drainer des volumes de roches relativement éloignés de l'axe du puits, mais guère plus. Les zones extractibles restent confinées à la proximité des fissures ainsi créées, l'imperméabilité de la roche prenant rapidement le dessus au-delà. De ce fait, la productivité d'un puits fracturé chute assez rapidement avec le temps. Un quart des volumes récupérés le sont la première année, la productivité se réduisant à peu près 10% au bout de 5 ans. Cela a pour conséquence de devoir reforer régulièrement. Voilà, vous avez maintenant une belle vue d'ensemble de comment on le produit, ce fameux gaz de schiste. Si j'ai pris le temps de vous expliquer comment on l'extrait et pas juste ce qu'il est, c'est parce que la majorité de ses impacts viennent de cette méthode d'extraction peu orthodoxe. En effet, une pollution des nappes phréatiques par les liquides de fracturation est possible, mais contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas les fractures elles-mêmes qui sont à mettre en cause en fait. La profondeur de fracturation évolue entre 1 et 4 km de profondeur, largement plus bas que la majorité des nappes phréatiques. En fait, le problème vient du puits de forage lui-même. Il est notamment mis en cause le défaut de cimentation dans les parties supérieures du forage, ce qui permet au liquide de fracturation de rentrer en contact avec les nappes phréatiques. Parlons-en de ces nappes phréatiques. Si elles sont potentiellement polluables par l'industrie, ce qui est sûr c'est qu'elles sont surtout surutilisées par l'industrie. Un rapport rendu public le 5 février 2014 établit que les 40 000 puits creusés depuis 2011, dont la moitié se trouve au Texas, ont consommé 370 millions de mètres cubes d'eau. Or, les 3 quarts de ces puits sont situés dans des régions semi-arides ou souffrant de sécheresse, ce qui laisse prévoir un conflit entre cette industrie et les autres usagers de l'eau. Dans certaines régions, la nappe phréatique a baissé d'une centaine de mètres au cours des dernières années. Selon ce rapport, le boom de la fracturation hydraulique du gaz et du pétrole exige davantage d'eau qu'il y en a à disposition. Bien que je ne vais pas beaucoup plus creuser le sujet, sachez que la fracturation hydraulique en elle-même est parfois responsable de séismes non négligeables dans les régions concernées. Mais est-ce que le gaz de schiste est une part importante de la production de gaz? Les 2 pays qui ont investi de façon massive dans cette technologie sont le Canada et les États-Unis, mais pour l'instant dans le reste du monde cela reste plus ou moins marginal. Les investissements nécessaires sont énormes et d'ailleurs, même aux États-Unis, les acteurs de la filière ont investi des milliards à perte durant des années. Cela dit, c'est une ressource non négligeable.
En 2020, 79% du gaz naturel sec américain était issu de gaz de schiste. Alors, je vous passe ces détails compliqués, mais le gaz naturel sec, c'est le gaz constitué majoritairement de méthane et contenant peu d'autres gaz. Ouais mais bon, les Américains, c'est les Américains, t'es vachement localisé là quand même pour une fois. Alors oui et non. L'industrie américaine de pétrole et de gaz de schiste a répondu à près de 60% de l'augmentation de la demande mondiale en pétrole et en gaz au cours des 10 dernières années. On peut pas vraiment donc dire que ce soit très local. Parlons local d'ailleurs. La France a interdit dès 2013 l'exploitation de gaz et de pétrole de schiste sur son territoire, pour son bilan environnemental. Devinez qui importe du gaz de schiste américain depuis 2018 ? Bingo, c'est la France. Où est la logique ? Mystère. Oui mais bon, le gaz c'est propre. Alors oui, comme on l'a vu dans ma vidéo sur le gaz, il est moins polluant que le charbon. Et si c'est pour diminuer le réchauffement climatique, on peut bien sacrifier quelques nappes phréoptiques et supporter quelques séismes. Oui mais bon, comme on l'a déjà vu dans ma vidéo sur le gaz, il reste nettement plus émetteur de carbone que d'autres énergies. Et surtout, son bilan face au charbon reste à voir. Certaines études tendent à montrer qu'il y a plus de fuites dans l'exploitation de gaz de schiste que dans le gaz conventionnel, à tel point qu'il pourrait en fait être pire que le charbon sur le plan carbone. Pas ouf donc. Alors, précision importante quand même. Je parle depuis le début de gaz et de pétrole de schiste, mais attention à ne pas confondre pétrole de schiste et huile de schiste. Le pétrole de schiste, c'est ce que je viens de vous décrire pour le gaz, mais avec du pétrole. L'huile de schiste, c'est pas pareil. C'est des roches avec des matières organiques pas encore assez transformées par mère nature. On extrait donc ces roches et on les transforme de façon artificielle, ce qui demande d'ailleurs beaucoup d'énergie et qui est assez polluant. Voilà qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille vivement d'aller voir mes autres vidéos sur les énergies fossiles, notamment celles sur le gaz et le pétrole, qui sont extrêmement importantes pour comprendre celles-ci. J'en ai aussi fait sur le charbon et je vais en faire d'autres sur les sables bitumineux par exemple. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nombreux d'entre vous regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas, c'est un petit peu dommage.